Bienvenue sur Just in Tuned, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Camille. Salut Justine. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Oui, merci. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Camille Maton, j'habite à Toulouse et je suis à la fois directrice artistique et chargée de communication d'une association qui s'appelle La Petite et chargée de communication du cluster Masfer. En fait, je suis salariée d'un groupement d'employeurs et donc je partage mon temps de travail entre ces deux structures. Ok. Est-ce que tu peux me faire un petit point sur ton parcours et comment est-ce que tu es devenue directrice artistique, chargée de communication et voilà, faire un petit point. Ouais. Alors, j'ai pas du tout fait d'études ni dans la communication ni dans la musique. Ok. Mais j'ai fait des études sur le genre et les discriminations. D'accord. Voilà, qui est vraiment sans avoir d'idée de carrière professionnelle derrière la tête, juste parce que c'était des questions qui m'intéressaient beaucoup et j'ai adoré mes études. Et en parallèle, j'ai toujours été quand même assez passionnée par la musique et j'étais bénévole dans quelques assos, dont une dont j'étais la présidente, avec laquelle j'organisais des événements, un festival et tout ça. Ça s'appelait Aparté. D'accord. C'est vraiment une asso étudiante, hein, tout le monde est étudiant dedans. Et par cette asso, j'ai rencontré La Petite. On a organisé un événement en commun. Et on s'est hyper bien entendu avec mon prédécesseur qui était directeur artistique à l'époque. Et bon, de fil en aiguille, il m'a proposé un service civique à La Petite qui m'a servi de stage de fin d'études. Et ensuite, je suis restée un peu dans ce réseau-là que j'avais constitué par mes activités bénévoles et proche de La Petite. Et donc, j'ai travaillé pendant 1 an dans un café associatif où je m'occupais vraiment de tout, de la prog, la compta, servir au bar. Enfin, j'étais la seule salariée, donc je faisais vraiment tout. Ok. Et à la fin de mon contrat d'1 an, ça tombait bien, mon prédécesseur à La Petite s'en allait. Donc on m'a proposé de prendre sa place. D'accord. Ça m'a fait un peu bizarre parce que je ne m'étais pas du tout préparée. Je pensais plutôt que si j'allais travailler à La Petite un jour, ce serait, j'aurais dû commencer par là, sur le volet égalité femmes-hommes. Ouais. La Petite a en gros 2 volets d'action. Un volet de production d'événements et de programmation artistique et un volet insertion, formation, conseil sur l'égalité des genres. Et c'était plutôt par ce biais-là que moi j'étais arrivée dans l'asso. En fait, mon service civique était vraiment sur les actions d'insertion sociale et tout ça. D'accord. Et je pensais plutôt revenir, si je revenais un jour sur ça, et j'étais assez... je me sentais pas du tout légitime à être programmatrice, alors que j'avais pas du tout fait d'études dans ça, et j'aime bien la musique, mais j'y connaissais pas énormément grand-chose en musique électronique. Donc voilà, mais bon, j'étais quand même très contente et j'ai adoré l'asso, je m'entendais déjà hyper bien avec l'équipe. Oui. J'étais élue au conseil d'administration, donc j'étais restée très proche. Donc voilà, en gros, comment ça a commencé. C'est assez rapide mon parcours parce que je suis assez jeune, c'est quasiment ma première expérience. J'ai 26 ans. D'accord. Donc j'ai fini mes études à, je sais plus, 22 ou 23 ans, et finalement j'ai eu mon année dans le café associatif et puis directement La Petite et ma sphère. Et ça fait 2 ans que je suis au poste que j'occupe actuellement. Donc c'est un petit parcours finalement en termes de structure et tout ça. J'ai eu que 2 emplois pour l'instant. Que 2. Oui, ouais. C'est qu'en 2 emplois, tu as quand même vu des choses hyper différentes et c'est ce qui fait aujourd'hui que tu as 2 emplois en même temps même. Oui. Du coup, ça me permet de te demander comment est-ce qu'on devient DA DA, programmatrice et chargée de com, sans diplôme. Comment est-ce que tu as appris à faire tout ça ?
Ah bah, alors ça, est-ce que je sais le faire? Déjà, je sais pas, c'est un apprentissage. Je pense pas qu'il y Ouais, ait il y un a un moment syndrome où de on l'imposteur sait le pas loin. faire et on a appris. Oh, peut-être un peu, mais vraiment, complètement sur le tas. D'accord. J'ai eu ce boulot, par, mon réseau à 100. Après, Mmh. je pense pas que ça soit une imposture parce que c'est un réseau que j'ai construit moi-même en m'investissant dans plein de projets, Oui. bénévolement et même si à l'époque je le pensais pas du tout comme une stratégie, professionnelle, finalement, je regrette pas du tout d'avoir fait ce boulot-là quoi, qui Oui. est un boulot non salarié mais, très, comment on dit? Qui porte ses fruits. Oui. Et donc en fait, j'ai appris, beaucoup pendant mon service civique stage, Mmh. qui était, ma première expérience. Alors c'est pas un travail, un service civique, c'est censé être plutôt du volontariat. Mmh. Mais voilà, c'était mon premier boulot entre guillemets, «non alimentaire», D'accord. où je suis arrivée en disant à l'entretien que vraiment la com, j'en avais jamais fait, que j'étais hyper nulle, que ça m'intéressait pas du tout. Donc j'ai failli ne pas être prise parce qu'en fait tout le contenu de la mission que j'avais mal compris, c'était, de la com. Donc dommage, mais du coup, j'ai appris, Robin Plusquelec qui était à l'époque, le DA de la petite, Oui. m'a, appris à me servir, d'InDesign, de Photoshop dont je connaissais même pas l'existence à l'époque. OK. Et puis j'étais dans une équipe extrêmement bienveillante, une toute petite équipe avec, 2 salariés, même pas à temps plein Mmh. et voilà, j'ai appris en faisant et en regardant, les autres faire. Puis l'avantage des toutes petites équipes, c'est que du coup, tu es un peu obligé de toucher à tout, Bien sûr. à des petites échelles, donc il y a pas, tu vois, le poids des responsabilités énormes en fait, tu gères une page Facebook qui a, moins de 10 000 abonnés, donc si tu veux, au pire, tu fais une erreur, c'est pas très grave. Mmh. Donc oui, c'était une structure, à assez petite échelle pour avoir de la place pour, se tromper, pour faire Mmh. des essais, pour apprendre. OK. Donc finalement, j'ai appris, beaucoup là. Ouais. Et ensuite, dans le boulot que j'ai fait pendant 1 an au café associatif Maison Blanche, j'ai été prise vraiment, par dépit. Je le sais, en même temps, c'est normal, j'avais aucune expérience et le poste était très complet, donc il aurait fallu savoir faire plein de choses. Mais Mmh. ils ont vraiment pas trouvé, de personnes pour, exercer ce poste, donc j'ai été prise et du coup, j'ai appris, forcément, j'étais dedans et donc j'ai dû apprendre, j'ai fait une petite formation pour la compta, parce que Mmh. ça, c'est quand même assez difficile, Oui. de l'apprendre tout seul. Oui. Et après, c'était tu vois, on programmait des groupes tous les soirs, mais en fait, je recevais, des tas et des tas et des tas de demandes par mail et j'acceptais tout le monde qui rentrait dans la ligne artistique, mais qui était assez large. Mmh. Donc c'était pas de la direction artistique, c'était de la programmation. Je D'accord. faisais la sélection, je m'occupais de l'accueil artiste, mais sans avoir, il y avait pas besoin de s'y connaître, tu vois? Mmh. C'était plutôt en musique, du monde que je connais pas du tout et où j'avais pas trop de regard critique. Mais bon, c'était des petites missions comme ça où on peut apprendre sur le tas, parce que c'est D'accord. une petite structure qui a pas un enjeu énorme et petit à petit, bon, voilà, on apprend, puis j'avais déjà, avec mon asso quand même dont j'étais présidente, Mmh. pendant 2 ans. C'était une petite asso, mais qui faisait des événements régulièrement. J'avais déjà organisé un festival. Donc voilà, j'ai vraiment appris en faisant, petit à petit et j'ai aucune formation, ni en com, ni en direction artistique. D'ailleurs, je pense même pas qu'une formation en direction artistique existe. Enfin, j'ai déjà cherché, j'en ai jamais trouvé. Ouais. Donc voilà, vraiment D'accord. le collectif et faire ensemble et en se nourrissant voilà, des conseils des autres. OK. Est-ce que, tu peux m'expliquer en quoi consiste le métier de directeur artistique? Alors, je pense qu'il est très différent, selon, les personnes, les structures, Mmh. les profils et tout ça. Moi-même, officiellement, je suis pas directrice artistique Mmh. parce que j'exerce pas vraiment de mission de direction. Il y a une Mmh. autre directrice dans ma structure. D'accord. Hem, mais en tout cas, mon métier à moi, c'est de construire des événements. Oui, Et bon, on peut aussi être directeur artistique, dans l'édition, en graphisme, voilà. bien Mais sûr. en tout Mmh. cas, dans l'événementiel en musique,
Mon poste est quand même plus complet parce que je suis directrice artistique, mais aussi chargée de production, chargée de com. En fait, je m'occupe de tout ce qui est en lien avec les événements que la petite organise, D'accord, de la recherche de lieux. d'accord. On organise des événements plutôt dans des lieux non dédiés à la musique, donc des musées, des bibliothèques, des jardins. Voilà, donc je cherche les lieux. Puis une grosse partie qui donne un peu son titre à ce poste, c'est la programmation artistique. Oui. Donc les relations avec les agences de booking, les artistes, etc. Et puis tout ce qui est la production, la logistique de mise en place de l'événement, donc, trouver des bénévoles, le lien avec la régie générale. Donc, je fais quand même pas la régie, sauf sur les tout petits événements. D'accord. Ah oui, tu fais vraiment plein de choses. Mais enfin, je fais le lien avec la régie. C'est une autre personne, Cynthia Courreau, qui travaille avec nous et qui s'occupe D'accord. de recruter les intermittents. Sauf quand on fait un événement dans vraiment un tout petit lieu ou un endroit où il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de technique, où du coup je m'en occupe. Mais tu vois, acheter des fûts de bière, louer le bar, les tireuses, tous les petits trucs auxquels on ne pense pas en premier, mais dont il y a à s'occuper pour un événement. Et puis la communication. Donc on travaille avec des volontaires en service civique qui m'aident énormément, et dont une qui est vraiment liée à mon poste et qui s'occupe de l'exécutif en communication. Et mon boulot, c'est plutôt de définir la stratégie de com de chaque événement et la stratégie globale de la structure. D'accord. Et après, l'exécutif, c'est pas vraiment moi qui le fais. Je sais le faire parce que si on a une personne, ça nous est arrivé d'avoir des volontaires en service civique qui n'ont jamais fait de com non plus, comme c'était mon cas il y a quelques années. Oui. Donc, il faut que je puisse transmettre les infos et les connaissances et les compétences. Mais c'est pas ça qui occupe vraiment mes journées. Donc, ce que tu appelles exécutif, c'est quoi? C'est la création de contenu, la publication, c'est quoi? C'est ça. Alors, on fait très peu de print. Mais on est beaucoup sur les réseaux sociaux, et donc c'est créer le visuel à partir d'un template qui a été créé par une graphiste. Oui. Bon, je gère aussi la relation avec la graphiste, de faire un cahier des charges, un mood board, définir un peu ce qu'on cherche. Ensuite, on a une graphiste canine qui propose des visuels. D'accord. Et donc la personne en service civique qui fait ce que j'appelle l'exécutif, c'est-à-dire adapter le visuel, changer les couleurs, changer les noms, etc. D'accord. Et rédiger des publications pour les réseaux sociaux. D'accord. Sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn. Twitter. Voilà. Twitter, c'est moi qui tiens le compte Twitter, sur lequel on n'est pas hyper active, mais j'essaye de m'y mettre. Ça fait partie de mes grands projets. C'est pas simple. Mais je trouve que Twitter, c'est difficile de le déléguer parce que c'est assez, c'est de la réaction. Il faut être vraiment absolument. un peu l'image de la structure, quoi. Il faut connaître bien le réseau et tout ça. Donc, voilà. Je m'occupe de Twitter. Ok. Petit retour dans le temps. Quelle est la première chose que tu as appris en com, parce qu'au départ, tu as dit j'étais super nulle, la com, c'était vraiment pas un truc qui me faisait kiffer. C'est quoi la première chose que tu as appris où tu t'es dit ah, mais c'est juste ça en fait, mais c'est vachement bien? Alors, j'aurais pu préparer cette question. Je sais vraiment. C'est dur de dire la première chose, mais je pense que un peu mon truc d'apprentissage de la com, c'est InDesign, où je m'imaginais pas pouvoir faire des visuels et des affiches. Genre, franchement, on regarde mon CV de quand j'ai candidaté à la petite en service civique, je l'ai gardé dans mon ordi parce que je trouve que c'est collector, c'est horrible, j'ai honte, tu vois. Maintenant, on reçoit plus. Enfin, si, en fait, on reçoit énormément de CV moches, c'est terrible, mais bon, c'était un CV sur Word vraiment affreux, et en fait, InDesign, c'est hyper facile et hyper intuitif. Et je suis trop contente d'avoir appris à utiliser ce logiciel. Et c'est un des trucs que j'ai appris assez rapidement. D'accord. Enfin, je le maîtrise pas à 100%, mais je veux dire, c'est venu assez vite que j'apprenne à le manier, et je m'amusais bien à faire des communiqués de presse, des trucs comme ça. Ok. Après, en dehors du graphisme, il y a les réseaux sociaux, mais pour le coup, j'ai quand même grandi avec. Donc, même si je les utilisais pas de manière professionnelle, c'est moins une compétence que j'ai l'impression d'avoir vraiment développée, parce que j'avais déjà un compte Facebook, un compte Insta, et je sais comment ça marche, quoi. Après, il y a
Bon, mais non, on était sur les premières compétences, donc c'est ça. Et après, il y a des choses que j'ai mis beaucoup de temps à apprendre, voire Mmh. d'autres que je ne sais pas encore faire. Mais ouais, en premier, je dirais que c'était le graphisme. D'accord. C'est vrai que moi aussi, j'ai appris le graphisme, alors grand mot parce que je me sens pas du tout, graphiste ou quoi que ce soit, mais je l'ai appris parce que j'avais des besoins, opérationnels et donc de façon autodidacte, tu sais, tu surfes sur YouTube, tu tapes ton mot-clé: Mmh. «Ah, c'est ça dont j'ai besoin. OK, c'est bon, je reproduis» et donc ce sont des logiciels que je connais, que je ne maîtrise pas, dans toute, son ampleur, et dont InDesign que je n'ai pas eu, vraiment l'occasion d'utiliser. Je suis plutôt, sur, Photoshop et Illustrator et la suite, Adobe en termes de vidéo, Premiere Pro et After Effects parce que j'ai des besoins. Mmh. Mais oui, il faut que j'arrête de tourner autour d'InDesign comme ça. Peut-être qu'il va falloir que je mette un peu les mains dans le cambouis, mais je sais que c'est pas compliqué. Il suffit juste de trouver l'objectif pour avoir envie d'y aller, tu vois? Donc Ouais. Ah, mais sûr, trouver un mais besoin. c'est ça. Moi, j'ai beaucoup plus de besoins sur InDesign, donc je le maîtrise beaucoup mieux. Et dès Mmh. que je suis sur Photoshop, je passe ma journée sur des tutos parce que j'ai trop du mal. Je galère encore Mmh. vachement. Mais bon, en même temps, mon métier, c'est pas d'être graphiste. C'est C'est aussi ça. pour ça que je travaille avec une graphiste. Mmh. Et je pense que c'est nécessaire dans mon métier de savoir les bases, mais après, Oui, je me absolument. flagelle pas de pas être hyper pro dessus, quoi. C'est Ah pas oui, non, mais c'est sûr, le tout n'est pas d'être un super couteau suisse, experte de partout. Le tout, c'est au moins de comprendre ce dont tu as besoin pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un, pour que la personne comprenne ce que tu veux, en fait, tout simplement. Donc oui, voilà, c'est ça. c'est plutôt pour ça qu'il est important de connaître un peu l'interface. Voilà. Ouais. Et OK, puis comme ça, je peux faire des super, bannières pour mes anniversaires, tu c'est vois? Et ça. Là, tu mets visuels tu pour mes mets tu parents, mets tout ton cerveau, toute ton énergie pour épater tes potes et ta famille. c'est ça. Regardez ce que je sais faire, les gars. Hem, alors du coup, quelles sont selon toi les qualités indispensables? Parce que moi j'ai entendu la curiosité, le fait d'essayer, d'oser à travers ton parcours parce que tu arrives, à chaque fois sur des postes dont tu ne maîtrises pas forcément tout le panel de compétences qui sont demandées. Mmh. Moi c'est ce que je vois de ton parcours, mais selon toi, quelles sont les qualités indispensables, pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Heu, c'est un peu dur, comme question parce qu'en même temps, je suis pas sûre d'avoir je pense pas avoir, forcément les bonnes qualités pour être directrice artistique. Après, mes qualités à moi qui m'ont servi dans mon parcours, vraiment, je pense que c'est la curiosité Mmh. et je connais pas, l'adjectif ou le nom pour, définir ça, mais le fait d'être volontaire, en fait et maintenant, tu vois, avec un peu de recul et encore, c'était il y a pas longtemps, je regarde mes années, d'étudiante où, en fait, je faisais plein de trucs, quoi et c'est aussi le moment où tu as le temps pour ça et l'énergie Mmh. et j'avais pas de thunes, j'avais, un taf, alimentaire et en même temps, je voulais trop aller à des concerts, mais j'avais vraiment pas trop d'argent donc j'étais bénévole dans une salle de concert, comme ça je pouvais avoir des places gratos. Il y avait plein de trucs qui étaient un peu motivés aussi par le fait que, j'avais pas trop d'argent et j'avais envie de faire partie du monde culturel. Mmh. J'étais bénévole dans des festivals, ce genre de trucs et finalement j'ai rencontré énormément de monde par ça et même encore aujourd'hui, grâce à la petite, j'ai, mon réseau, de l'époque, Aparté, mon asso, bénévole, Oui. étudiante, que je mobilise. Les gens se souviennent de moi, il y a encore, la semaine dernière, quelqu'un qui m'a dit que dans son téléphone, je m'appelais toujours Camille Aparté. Bon, ça fait 5 ans que j'y suis plus, tu vois? Mais ouais, je pense que c'est un peu ça la qualité qui m'a amenée là, c'est, d'y aller, tu vois? Et Mmh. de pas trop économiser mon temps. Alors que maintenant, j'ai plus du tout le même discours parce que maintenant l'articulation entre ma vie perso et ma vie pro, c'est un truc extrêmement important Oui. et j'économise beaucoup mon temps et mon énergie et je donne beaucoup plus à ma vie personnelle et mon repos. Mmh. Mais il y a des périodes où je pense qu'on peut se permettre, de se fatiguer un petit peu, tu vois? Oui. Et c'est une qualité que j'apprécie beaucoup chez les autres. Par exemple, en ce moment, Cabélia, ma collègue, qui m'accompagne du coup en service civique, Mmh. c'est une personne, chez qui, je vois vraiment ça et
bon, dans lequel je me reconnais forcément, mais que j'apprécie vachement, quoi. Les gens qui sont efficaces, motivés, et qui rechignent pas trop à faire des choses et voilà, qui ont des projets, des envies, Mmh. qui ont pas juste, leurs études aussi, enfin bref. Mais c'est très lié à la curiosité, Oui. finalement. Mmh. C'est ça, au Et fait, après définir. voilà, parce que les compétences, bon, c'est ce que peut-être je me dis pour, me réconforter aussi, mais les compétences, ça s'acquiert. Mmh. Bon, si on n'a pas, la meilleure formation, c'est pas grave. Enfin moi, ma formation, honnêtement, elle me sert parce que, elle était passionnante et qu'elle m'a beaucoup épanouie. Mais, dans mon taf, enfin encore que je travaille dans une asso féministe, donc si, mais vraiment, moi, dans les CV des gens, les CV que je reçois pour les candidatures service civique, par exemple, bah, je regarde pas trop la formation, je m'en fous un peu. Ouais. Tu vois? Je regarde si les gens, je regarde beaucoup la case, hobby et activités, extrascolaires. Mmh. Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai eu un cursus, alors j'aime pas dire différent ou atypique, mais en fait, j'ai fait fac de psycho, ensuite, j'ai fait une année où j'ai bossé parce que j'étais un peu perdue dans ce que je souhaitais faire. J'ai ensuite continué en BTS management des unités commerciales, donc j'étais à fond, dans le commerce tout simplement et la gestion d'équipe. Et c'est en étant dans des magasins que j'avais envie de développer la visibilité de l'entreprise et que j'ai commencé à mettre les mains dans les réseaux sociaux, à faire de l'ARP, à faire des visuels, à prendre en considération le fait d'avoir des photos de qualité, créer des partenariats, tout ça, tout ça. Et je me Mmh. suis je me suis dit qu'en fait, c'était hyper lié et que c'était ça qui me plaisait et que c'était pas soit l'un, soit l'autre, c'était l'intégralité du truc. Et en fait, à côté de mes jobs, de mes emplois dans des entreprises, j'étais beaucoup culture, théâtre, musique, danse, chant mais c'était comme si j'avais une autre vie, en fait, tu vois? J'arrivais pas encore à faire le lien et du coup, je me retrouvais pas du tout dans les offres d'emploi. Hem, Mmh. j'ai postulé à plusieurs offres d'emploi parce que j'ai souhaité mettre le pied dans le monde de la culture et en même temps, j'avais pas le diplôme, de graphiste. Donc du coup, ça voulait dire que je ne maîtrisais pas encore InDesign. Donc du coup, ça voulait dire que, je pouvais pas, je sais pas, faire des pochettes de CD ou que enfin, tu vois, il y avait plein de trucs comme ça. Puisque je faisais déjà plein de choses, mais que j'avais pas le diplôme, c'était très compliqué de trouver un emploi qui, moi, pouvait me correspondre sur ma façon d'aborder, qui est quand même de l'instinct et autodidacte et apprendre, monter en compétences, par rapport aux besoins, en fait, tu vois? Et par rapport aux envies et en face, les gens étaient rassurés, sur le diplôme et en fait, au fur et à mesure, je me mettais un peu à saboter un peu inconsciemment les offres d'emploi puisque, Mmh. j'étais en reconversion donc soutenue par Pôle emploi, enfin soutenue, j'avais droit au chômage quoi, tout simplement. Hem et en fait, j'allais aux offres d'emploi. Je savais pertinemment que je n'allais pas correspondre et que finalement le job aussi n'allait pas correspondre et que ce qui me portait à cœur, c'était tout ce que je faisais en dehors des jobs, même si c'était dans la culture et en fait, bah, j'ai lancé mon métier. Je ne pouvais rien faire d'autre que de lancer mon métier et de pouvoir continuer d'avancer et de vivre la vie que j'attendais et de pouvoir monter en compétences, avoir des projets hyper inspirants et rencontrer plein de monde, sans entrer dans une case et donc c'est hyper important ce que tu es en train de dire que toi tu regardes la case hobby, curiosité, passion parce que finalement je trouve que c'est ça qui porte le plus et non pas les diplômes. C'est ce que tu fais de tout ça en fait, ce que tu fais avec ce qui te fait vibrer, qui te rend, non pas expert, mais en tout cas qui te motive et qui est un moteur et qui te donne la niaque et qui voilà, je pense que c'est ça en fait Mmh. qui est le plus important et c'est fou parce que quand tu regardes sur les CV, c'est dans la colonne de gauche, en bas en tout petit. Oui, voilà, c'est ça. Et bon, après, c'est aussi que là, moi, je regarde des CV pour, tu vois, des services civiques. On Mmh mh. recrute pas du tout les services civiques sur leurs compétences, on recrute vraiment sur la motivation. C'est le principe, Mmh. du dispositif. Peut-être, voilà, ce serait pas pareil si j'étais un jour directrice et que je devais recruter, Bien sûr. une personne vraiment pour un poste, tu vois? Mmh. Mais,
Mais c'est un truc, voilà. Enfin, en fait, c'est les compétences, comme on dit, un peu informelles, les soft skills, c'est les à côté. Parce que les compétences pures et dures, on peut faire une formation et les apprendre. Après, la manière d'être, les savoir-être, voilà, c'est ça qu'on apprend à l'école. Les savoir-être, c'est quelque chose qui est difficile à changer chez quelqu'un et qui est important pour moi. Et bon, ce que tu racontais m'a fait penser aussi que moi, en fait, c'est plutôt voilà, ce qui était important dans ma vie, c'était la musique et le féminisme. Et je pensais pas trop que j'allais pouvoir faire les deux. Et finalement, si. Et c'est ça, je trouve, un peu le message aussi dans ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas besoin de choisir forcément. Et même si ça paraît pas évident au début, ça existe des métiers ou des activités qui peuvent allier toutes les choses qui nous portent et on n'a pas besoin de choisir entre une facette de notre personnalité et une autre. Voilà. Absolument. Et c'est difficile. Hyper philosophique. Non, mais non, mais c'est hyper difficile. Aujourd'hui, quand tu pitches ce que tu fais, tu as l'impression déjà de devoir dévoiler ton identité alors que c'est que ce que tu fais et c'est pas ta personne. Et en même temps, tu te dis, bon, alors si je dis que je fais ça et que je fais ça et que je fais ça, puis qu'en plus je fais ça et que je suis passionnée par ça, tu dis, la personne d'en face va juste être perdue et penser que tu pars en live complet. Alors que pas du tout, en fait. C'est tout ce que tu fais, tout ce qui te porte à cœur, en fait. Mais c'est très difficile. Je me rappelle quand j'ai fini mes études et que je construisais un peu mon profil LinkedIn et je faisais des CV. Et tu sais, il faut mettre un titre. Enfin, en tout cas, c'est hyper conseillé de mettre une mini-biographie sur LinkedIn et un titre à ton CV. Et je me cassais la tête. Je suis là, mais comment Qui je suis comment mettre Donc, ma phrase, je crois, c'était lutte contre les discriminations et musique, je sais plus, art et culture et égalité des genres, un truc comme ça. Et en fait, maintenant, ça fait sens. Maintenant, quand je présente La Petite, je dis que c'est une structure qui milite pour l'égalité des genres dans le secteur culturel. En fait, finalement, ça paraît simple, quoi. Ça peut être lié, mais des fois, tu te casses la tête à savoir comment on peut rentrer dans une case. Donc, j'avais un dossier de CV égalité et un dossier de CV culture, alors que finalement, c'est lié. Finalement, c'est les deux. Voilà. Oui, je comprends. C'est très difficile. Comme quand je dis, je suis chef de projet indépendante, et puis en même temps, je suis mentor chez Live Mentor, et puis en même temps, je suis podcasteuse, et puis en même temps, j'ai un studio de musique. Ok. Oui, ça rentre comment tout ça? T'es une slasheuse. Maintenant, il y a un mot pour ça. Oui, maintenant, il y a un mot pour ça. Mais il faut le mettre du coup sur LinkedIn. Slasheuse. Comme ça, tu sais. Slasheuse. L'angoisse des cases. Où est-ce que je vais? Laisse tomber. Comme tu as commencé à parler un petit peu de La Petite, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est La Petite et ce que ça représente? Alors, ce que c'est une association qui a eu 16 ans la semaine dernière. D'accord. Donc, c'est assez vieux pour une asso culturelle. Enfin, en tout cas, c'est une asso qui est bien installée quand même à Toulouse. Et donc, au départ, La Petite faisait de la production d'événements, donc de l'organisation d'événements. Et en parallèle, dès assez tôt, il y a eu un volet sur l'insertion professionnelle des femmes, donc des actions destinées à des femmes plutôt éloignées de l'emploi, avec des outils de la culture et de l'art. Donc, par exemple, notre action phare, c'est des ateliers de confiance en soi, avec des outils du chant et du théâtre, un travail sur le corps, sur la voix. Voilà, il y avait un peu, c'est d'un côté les événements, d'un côté les ateliers. Bon, je vais passer vite parce qu'on va pas faire toute l'histoire des 15 ans, mais en gros, c'était juste pour dire que ces deux composantes existent depuis le début. Et petit à petit, rapprochement, fusion. Et maintenant, toutes les activités de La Petite se concentrent sur l'égalité des genres dans les arts et dans la culture, à travers plein d'actions différentes. Je crois que c'est quelque chose qui définit assez cette structure, c'est d'avoir vraiment une très grande pluralité d'actions. Ce qui est à la fois une force parce que, par exemple, là, avec la crise totale dans laquelle on se trouve actuellement, nous, on n'avait pas qu'un type d'événement ou un type d'action, donc ça permet de pouvoir, quand une des actions marche plus trop, de pouvoir un peu se relever. Et en même temps, ça fait que déjà, notre projet est difficile à expliquer et que c'est éparpillant, quoi. Mais bon, bref, je suis en train moi-même de m'éparpiller. Et La Petite,
en tout cas vise à être vraiment un laboratoire et à essayer tout le temps des nouvelles choses et essayer d'être un petit peu à la pointe ou enfin de se renouveler en tout cas. OK. Donc avec tout ça, j'ai rien dit. Enfin, j'ai dit un peu Si, je te suis, je te suis. enfin, comment on se pense, mais en gros les actions, on va dire qu'il y a 3 volets. Mmh. Le volet duquel je m'occupe, c'est le volet vraiment événementiel. Avec Girls Don't Cry. Donc ça, vraiment, je comprends que ce soit compliqué pour le public à comprendre, mais Girls Don't Cry n'est pas une structure, c'est un projet de la petite. On a tendance à beaucoup brander nos projets et à créer des marques. Donc après, on croit que la marque est une autre structure, mais c'est juste la stratégie de com qui est un peu comme ça. Donc Girls Don't Cry, c'est un média sur Internet, sur Instagram et sur Facebook, à travers lequel on met en avant des projets artistiques portés par des femmes, des personnes transgenres et non-binaires. Donc avec une ligne quand même artistique plutôt underground, enfin on met en avant plutôt des projets émergents qu'on trouve intéressants, mais du monde entier. D'accord. Et de toutes les disciplines, musique, film, illustration, photo, enfin vraiment toutes les disciplines. On a même une catégorie podcast qui est toute nouvelle, dans laquelle on pourra peut-être présenter Just in Podcast. Just in Tune. Donc le média. Ensuite, à partir du média, on avait quand même envie de rencontrer le public en vrai. Donc on a commencé à créer des petits événements. Au début, c'était des ciné-clubs en partenariat avec des cinémas qu'on continue de faire. Et puis, depuis l'année dernière, on organise des soirées qui s'appellent Girls Don't Cry Party. Donc, j'en ai parlé un petit peu au début, c'est des soirées dans des lieux non dédiés à la musique, principalement des musées ou des jardins. Mais aussi, bon, là, notre prochaine soirée, qui n'est pas annulée pour l'instant, mais bon, je croise les doigts, ce sera au Bikini. C'est notre première soirée au Bikini, mais c'est la grosse salle de musique actuelle à Toulouse. D'accord. Donc ça nous arrive d'aller dans des salles de concert, mais c'est pas au cœur du projet, avec une programmation très majoritairement d'artistes femmes trans ou non binaires aussi. D'accord. Pas à 100% et on vise pas à 100%, mais moi je trouve qu'il y a assez de projets intéressants portés par des femmes pour pouvoir se concentrer dessus, mais bref, voilà. En musique électronique, mais au sens très large. D'accord. Donc voilà, et toujours dans le premier volet événementiel, on lance un festival. Là, on l'a annoncé cette semaine. On a lancé notre campagne de financement participatif. Oui. Sur Ulule. Donc sur Ulule. Oui. Le Girls Don't Cry Festival. Alors, c'est peut-être pas la meilleure année 2020 pour lancer une première édition de festival. C'était pas prévu. Voilà, on n'avait pas prévu, on a réfléchi et on avait envie de le lancer quand même. Ça fait 1 an qu'on bosse dessus et enfin voilà. Bon, moi particulièrement, comme c'est le pilote, j'ai mis vraiment beaucoup d'amour et d'énergie dedans. Et j'espère qu'il pourra voir le jour cette année. Et sinon, c'est pas grave, ce sera l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que c'est ce festival ? Et donc, c'est un festival donc qui ressemble un petit peu aux soirées, mais en plus grand. Ça durera tout un week-end. D'accord. Et c'est venu vraiment d'une initiative collective des membres de notre conseil d'administration qui sont bénévoles et qu'on a réunis l'année dernière. On a fait un week-end tous ensemble à la campagne et avec des ateliers sur, en gros, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine avec la petite, parce que l'équipe salariée avait envie un peu de se nourrir d'autres idées. Et tout le monde avait hyper envie de faire un festival. Alors, la directrice avait dit avant le week-end, franchement, tout sauf un festival, parce qu'il y a une histoire un peu traumatisante de la petite où on a fait des festivals, on a fait des gros festivals, on s'est hyper planté en 2011 et on est encore aujourd'hui en train de rembourser les dettes de cette époque. Donc, ça n'a pas toujours très bien marché pour nous. Parce que personne n'est venu. C'était La Petite Invite. Donc, on avait fait La Petite Invite Nuit Sonore. Et là, la dernière année, on avait fait plusieurs fois, je crois. Là, c'était La Petite Invite le Worldwide. Et c'était un gros festival, soirée au bikini, enfin plusieurs soirées au bikini, aux connexions, tout ça. Et il y a eu une soirée en particulier où il y a eu vraiment personne. C'était il y a très longtemps, c'était 2011, donc j'étais loin d'être dans l'asso. C'était l'année de mon bac, donc j'étais pas du tout. Et voilà, et juste, pas de public, quoi. Il n'y a rien eu de plus grave que ça, mais ça peut vraiment beaucoup planter une structure quand il y a des montants aussi gros qui sont engagés et que la structure était aussi petite.
Donc bref, je m'écarte beaucoup du sujet. Mais du coup, il y a un peu ce spectre. Plus personne de l'équipe n'est là. Enfin, c'est une équipe complètement différente. D'accord. Donc nous, on n'a pas cette peur. Mais c'est vrai que dans l'histoire de l'asso, ça n'a pas toujours bien marché. Mais là, c'est vraiment un projet qui a rien à voir. Et justement, on se lance pas dans un gros festival. C'est un petit festival qui dure un week-end et qui aura lieu au Métronome. C'est la salle de musique actuelle de la ville. C'est une régie directe de la mairie de Toulouse. C'est une super salle dans laquelle j'ai mes bureaux avec ma sphère. Donc en plus, pour moi personnellement, j'ai un attachement particulier à cette Bien salle. sûr. J'y vais 2 fois par semaine. J'adore l'équipe. Je trouve la salle hyper chouette. C'est une salle de 600 places, donc vraiment, on est sur une petite jauge. Et notre idée, oui, c'est déjà pas mal, c'est vrai. Mais bon, c'est pas sur le bikini où on a notre prochaine soirée, c'est 1005, donc rien à voir. Oui, ok. On a déjà fait des soirées avec 600 personnes. Je veux dire, je pense que c'est atteignable pour nous. Oui, puis vous avez quand même plus de visibilité qu'avant, il me semble, quand même. Oui, alors qu'en 2011, non, parce que la petite était quand même assez connue. D'accord. Je pense à Toulouse. Il y avait juste pas les réseaux sociaux, donc on peut plus se rendre compte maintenant. Mais ça avait quand même un peu de poids. Et là, mais c'est un projet complètement différent parce que Girls Don't Cry, c'est vraiment une marque qui a sa propre identité et sa propre communauté. Et avec un engagement sur l'égalité des genres qui est beaucoup plus assumé, beaucoup plus fort. Déjà, dans le titre, on a compris l'idée, quoi. Oui. Après, le principe du festival, en tout cas, nous, ce qu'on a envie d'en faire, c'est surtout un moment très festif, très joyeux, très libéré. Et pas forcément... j'espère qu'il n'y a pas que des féministes qui vont venir, en fait. C'est ça vraiment, on le pense comme un moment de partage, un peu de ce qu'on aime dans nos soirées, qu'on retrouve, et les retours qu'on a beaucoup de la part des artistes et du public. C'est ça, c'est que c'est un peu des moments hors du temps. Avec des communautés très bienveillantes. On revoit souvent les mêmes têtes à nos soirées et les gens dansent énormément. C'est très festif, mais dans un sens assez naïf, tu vois, où vraiment la joie, c'est le mot central un peu de ce qu'on a envie de faire. Ok. Donc avec une programmation de musique électronique que j'ai pas encore faite parce que je suis... pour être honnête, je suis un peu perdue sur est-ce que c'est raisonnable d'inviter des artistes internationaux et internationales, vu que je sais pas où on en sera de l'ouverture des frontières à cette période. Ouais. Donc j'attends un peu de voir. Donc je peux pas donner de premier nom parce que j'ai pas commencé. J'ai plein d'idées, mais personne n'a confirmé, quoi. Oui. Mais ce sera musique électronique vraiment au sens large aussi. J'aimerais bien commencer, tu vois, avec de l'ambiance, des musiques un peu expérimentales et que ça se finisse avec du gabber où tout le monde danse de manière très frénétique pour donner un peu une idée de l'ambiance. Et la journée, on va organiser des rencontres liées à l'égalité des genres. D'accord. Des rencontres, des performances, des expos. Donc, on a dans notre équipe bénévole au conseil d'administration 2 personnes, Marion et Claudia, qui sont drag king, drag fuck, et qui organisent, qui prennent en charge du coup l'organisation de performances et d'ateliers de drag. On aura des rencontres, on n'a pas encore programmé non plus, mais table ronde, tu vois, sur, je sais pas, la thématique n'a pas été définie, mais ça pourrait être sur les safe space, sur l'appropriation culturelle, des thématiques autour de la culture et de l'égalité des genres, des expos, de la scéno. En gros, notre but, j'espère qu'on arrivera à faire ça, c'est de créer vraiment un événement immersif où tout est un peu relié et où on pourrait y rester tout le week-end et avoir toujours un truc à faire et en même temps des endroits pour se poser aussi. Et voilà. Mais trop bien. Tu pourras venir, je t'invite. Oui. Oh, c'est trop bien. Pourvu que tout fonctionne, que ça ait lieu correctement, ça serait trop bien. Oui, j'espère. Oui. Bon, en fait, j'ai passé 20 minutes à définir un seul des 3 volets de l'activité. Je peux faire rapide pour les autres, mais celui-là, c'est celui dont je m'occupe. Donc, voilà. D'accord. J'étais plus complète. Mais après, donc, on a un volet accompagnement au développement des carrières des femmes. Ça fait très dossier de sub dit comme ça. Donc, en gros, ça clair, hein.
voilà. On a des formations pour les artistes femmes et femmes trans et non-binaires et les professionnels de la musique. D'accord. On a plein de formats, je ne vais pas m'étendre, mais on a des formats une journée, des formats de une demi-journée, des formats de 3 semaines. Enfin, vraiment, on a plein de formats de formation à Paris et à Toulouse. D'accord. Et là, on va faire même une formation à la campagne, je sais plus où, mais à la campagne quelque part avec une piscine et tout pendant une semaine. Bref, plein de formats de formation pour les artistes et les professionnels femmes trans et non binaires. D'accord. Donc toujours les ateliers dont je parlais au tout début d'insertion. Et notre dernier volet, le 3e, c'est d'accompagner non pas donc les personnes, mais les structures. Donc, c'est plutôt des structures culturelles, même si on essaye de s'ouvrir aux entreprises d'autres secteurs. Mais tu vois, donc on accompagne, je sais pas moi, je sais pas trop si j'ai le droit de dire les noms, parce que peut-être que les structures n'ont pas envie qu'on dise qu'elles sont compagnies. Je sais pas, bref, mais ça peut être des salles de spectacle, des écoles, vraiment des structures très variées. D'accord. Ou des structures qui ont le même profil que nous, des organisateurs et organisatrices. Ouais. Et on forme leur équipe en fait aux enjeux de l'égalité des genres. C'est surtout pour leur vie interne de structure en fait, leur relation de ressources humaines et tout ça. Tu vois. Ça peut être sur faire une programmation paritaire, mais c'est pas ce qu'on fait le plus, mais on serait ravis de le faire. Et on intervient aussi très régulièrement dans des tables rondes, des débats, des choses comme ça. Voilà, ça fait un peu dense, mais c'est hyper je complet. pense avoir tout dit. Oui, mais je pense qu'il y a des choses que tu n'as pas pensé à dire, mais c'est hyper complet, ce qui veut dire que chacun peut se retrouver dans un pan de vos activités pour son projet, en fait. Oui, c'est un peu le but, mais c'est assez, c'est aussi philosophiquement et politiquement notre position de se dire que où qu'on soit, on peut faire quelque chose pour l'égalité des genres dans les arts et la culture, dans la société en général, mais quel que soit notre poste dans la culture, il y a toujours un truc qu'on peut faire, et donc on essaye d'agir à toutes les échelles à la fois. Parce que il y a un peu ce truc de se renvoyer toujours la balle de oui, moi je suis programmateur, mais si je programme pas de femmes, c'est pas ma faute, c'est parce que les bookers ils en ont pas dans leur roster. Oui. Et les bookers ils vont dire que oui, mais c'est pas ma faute parce que je les ai pas vus dans les médias, et les journalistes vont dire oui, mais c'est pas, enfin, tu vois, c'est jamais ta faute à toi, mais oui, c'est jamais que la faute d'une personne évidemment, mais tout le monde peut quand même faire un truc. Absolument. On va revenir un petit peu sur la petite. Alors, c'est vrai que tu m'as parlé des 3 pans d'activité. Et donc, j'ai bien compris que l'objectif de la petite et de Girls Don't Cry, c'est bien de promouvoir la création artistique des femmes. Donc, dans cette industrie qui est quand même normée par les inégalités et que Girls Don't Cry dénonce, et que du coup, vous mettez en avant des personnes pour les rendre beaucoup plus visibles, comment est-ce qu'on peut travailler son projet pour ne pas se fermer des portes et respecter ses valeurs, donc du coup, à travers l'art et la musique? Je me sens pas hyper sûre de moi pour parler de manière générale, parce que je peux dire ce qui marche avec moi, tu vois, moi, je suis hyper sensible au côté politique et de lutte de l'art. Et je suis très sensible aux artistes qui ont un positionnement politique. Et je trouve ça, c'est quelque chose qui me parle. Et je trouve ça chouette d'utiliser la voix qu'on a et son influence pour défendre ses valeurs. Et c'est un plus pour moi. Je programmerai pas d'artistes dont je trouve le travail absolument pas intéressant parce que y a un discours féministe derrière, mais c'est pas au choix en fait. C'est juste que il y a des artistes, il y a énormément d'artistes qui ont des propositions hyper intéressantes. Ça va être un plus pour moi que ça ait du sens. Par exemple, je pense à More Mother qui fait des lives de musique électronique expérimentale vraiment hyper bien, et des productions où elle intègre beaucoup de discours politiques.
bah, tu vois, moi, quand la première fois la seule fois où je l'ai vu en live, il y a un truc qui se passe, tu vois, et de voir et d'entendre et de sentir ces messages, pour moi, ça apporte quelque chose. Et les musiques électroniques, mais comme la plupart des musiques, elles viennent de ça, en fait. C'est des musiques de lutte et politique. Et le club, c'est un espace politique. Et pour moi, ça fait vraiment sens, et c'est ce que j'essaye de faire par mes soirées aussi, c'est de Mmh. redonner cette dimension-là. En fait, je m'en fous que ça existe. Enfin, tu vois, je vais pas interdire aux gens d'aller en boîte danser juste pour oublier leur journée. C'est aussi valable, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Mmh. Et je trouve aussi que c'est un peu une responsabilité, déjà, en tant que personne blanche, de reconnaître l'histoire, et enfin voilà, tout ce qui a fait les musiques électroniques, parce que c'est ce dans quoi je travaille, mais toutes Mmh. les autres musiques et toutes les autres disciplines artistiques, de savoir un peu d'où ça vient. Oui. Et pour moi, ça contribue à ne pas les trahir aussi, Mmh. que d'avoir ça en tête. Donc voilà, enfin moi, les artistes qui prennent position et qui ont des avis et tout ça, pour moi, c'est un truc positif. Mais bon, si ça se trouve, il y a d'autres programmateurs et programmatrices que ça gonfle. Je sais pas, tu vois? Je peux pas dire que ce soit un truc à mettre en avant à tout prix, parce que Mmh. peut-être que ça marche pas tout le temps, hein, mais en plus, je vois depuis que la petite a un positionnement féministe assez affirmé, je reçois beaucoup plus de propositions d'artistes engagés qui se Mmh. reconnaissent dans nos valeurs. Oui. Et bah, en fait, j'ai plus envie de travailler avec elles aussi, tu vois? Ou avec eux. Enfin, moi, c'est aussi parce que je suis arrivée par ce biais-là, que moi, je suis d'abord féministe avant d'avoir été programmatrice. Mmh. J'ai cette expertise-là, mais je me vois pas travailler avec des gens avec qui je partage pas du tout les mêmes valeurs, quoi. Bien sûr. Et que ça soit les artistes ou des partenaires. Quand on organise une soirée, j'organise pas des soirées avec des gens où on n'arrive pas à communiquer parce qu'on n'est pas, on partage pas les mêmes opinions, quoi. Pour Bien moi, c'est un sûr. truc hyper important. Et je trouve que ça joue beaucoup aussi dans comment va être l'événement. Et je le vois, dans toutes les soirées que j'ai organisées, j'ai un rapport très proche et très bienveillant avec tous les artistes que j'ai invités. Enfin, à Mmh. chaque fois, on s'est hyper bien entendus. Ça m'arrive de les recroiser, on se prend dans les bras, on est trop contente de se voir. J'ai gardé du lien, tu vois? Il y en Mmh. a avec qui j'ai encore du lien. Je leur demande conseil sur des prochaines artistes qu'elles auraient à me conseiller, que je pourrais programmer. Mmh. Et c'est un truc qui est très apprécié de la part des artistes, je pense. Ou alors elles mentent, mais vraiment, ça Non, mais je m'étonnerait. pense que oui. Donc je pense que voilà, il y a cette proximité qui est grandement liée au fait qu'on partage des vécus, des opinions, des positionnements, Mmh. et voilà, et que c'est ouvert. Et moi, j'ai pas du tout, alors vraiment pas du tout de mal à dire que La Petite est une asso féministe. On l'assume complètement. Et j'ai l'impression que c'est de moins en moins tabou, en tout cas dans notre secteur. Oui. Et il y a plein d'artistes qui marchent hyper bien. Je pense à Paula Temple, par exemple, Mmh. qui est quand même, une figure hyper, hyper connue, et enfin, même presque mainstream. En tout cas, il y a pas que les féministes qui sont fans d'elle. Et elle Mmh. a des positionnements très affirmés, et c'est pas un problème dans sa carrière. Je pense pas qu'on ait besoin de cacher ses opinions. Oui. Sauf si on est raciste et sexiste, mais dans ces cas-là, Oui. peut-être c'est bien de ne pas les cacher non plus, et comme ça on ne programmera jamais ces personnes, et puis voilà. Oui, parce que j'avais quand même un peu la sensation, en tout cas, c'était un peu ce que j'avais échangé avec Tracy de ça lors un épisode précédent. C'était qu'il y avait tout le temps un peu ce spectre, cette charge mentale qui est, je suis féministe et donc du coup, il faut forcément que je rentre dans une case qui corresponde aux valeurs du féminisme, mais que du coup, le jour où, par exemple, j'ai juste envie d'être maman et de me consacrer à mon bébé, du coup, je ne suis plus féministe parce que je ne fais plus ma carrière et qu'en fait, finalement, quand on prône certaines valeurs, on peut s'enfermer dans des clichés qui, en fait, n'ont rien à voir et on est plus libre de penser et on peut se fermer Mmh. certaines portes parce qu'on a dit à un moment donné, quelles étaient nos valeurs et que les personnes autour ont besoin
encore une fois, on revient à ce qu'on disait au départ, de nous mettre dans un espèce de truc de ah, j'ai compris qui elle était, je vais la mettre ici. Et puis du coup, c'est là. Mmh. Tu vois et, Oui. et c'est ça enclenche une charge mentale, ça enclenche un stress. On se dit bah alors du coup je vais trahir cette communauté-là puisque finalement elles attendent de moi ça, ou alors du coup je me ferme cette porte-là parce que ils pensent que je suis comme ça, alors qu'en fait pas du tout. J'ai simplement des valeurs qui me tiennent à cœur. C'est comme ça que Mmh. j'avance. C'est ma culture. Oui, mais ouais. Tu vois où est-ce que je veux en venir? C'est Oui, complètement. Mais je pense que du coup, les personnes qui pourraient, enfin, réagir, comme ça, juste, ont pas bien compris ce que c'était le féminisme oui. et pour moi, le féminisme, c'est assez simple et c'est, militer, et croire en l'idée que, militer pour et croire en l'idée que les femmes, les hommes, les personnes, transgenres, les personnes non binaires, les personnes minorisées et minorités, de genre Mmh. aient les mêmes, droits, les mêmes chances et les mêmes, opportunités que les hommes cisgenres. Oui. Et ton choix et ton opportunité, ça peut être, d'être maman et de t'occuper de tes gosses. Enfin, Mmh. c'est pas le féminisme, c'est pas, les femmes, ne C'est soyez surtout pas pas que femme au du foyer, militer quoi, ayez un bien sûr. travail et soyez riches. Bah non, Mmh. c'est pas, tu vois? On c'est juste avoir la possibilité de. Donc on ne trahit pas le féminisme si, ce qu'on a envie de faire, Bien sûr. c'est, de s'épiler, d'être en couple hétérosexuel, et d'avoir des enfants. Mmh. Tu vois? Mais en fait, on trahit pas la société non plus, on trahit rien si on fait le choix inverse. C'est juste, le principe, c'est d'avoir le choix. Donc s'il y a des artistes qui sont plus à l'aise avec le fait de ne pas, parler de leurs valeurs et même de ne pas être, engagés politiquement, bah, c'est complètement leur droit aussi. Enfin, Absolument. c'est Mmh. pas de on trahit pas sa cause, si, si on la, si on milite silencieusement, quoi. Mmh. Heu, enfin, genre, on peut croire que c'est contradictoire avec ce que j'ai dit, mais moi, je suis sensible au discours politique, Mmh. mais en fait, on n'est pas obligé d'en avoir et juste, il y a d'autres personnes qui seront sensibles au fait de ne pas en avoir, aussi, quoi. Mmh. Enfin, genre, on peut croire que c'est contradictoire avec ce que j'ai dit, mais moi, je suis sensible au discours politique, Mmh. mais en fait, on n'est pas obligé d'en avoir et juste, il y a d'autres personnes qui seront sensibles au fait de ne pas en avoir, aussi, quoi. Mmh. Et puis, je programme plein d'artistes qui, d'ailleurs, ne sont pas du tout officiellement et de manière publique, militantes. Mmh. C'est pas un critère, total non plus. Ça me permet de te poser une question, suite du coup aux valeurs et aux cadres et aux clichés que les personnes peuvent avoir du féminisme et du militantisme. Est-ce que tu as une conduite particulière ou comment est-ce que tu gères une communication, comment est-ce que tu gères ta communication face aux crises liées à l'antiféminisme, tu sais, aux haters, et cetera Mmh. qui vont venir, un peu, pas salir, mais en tout cas bousculer les valeurs qui sont pour moi, fondamentales, de la vie en société et non pas des choses qui sont absolument extrêmes et Mmh. voilà, des personnes que ça dérange, quoi. Bah, vraiment, ça m'est jamais arrivé. D'accord. Je pense que j'ai beaucoup de chance, hein, mais et aussi que La Petite étant une vieille asso qui a toujours eu un positionnement plutôt, progressiste, Mmh mh. on a une communauté qui est familière avec ses valeurs. Mmh. Puis, tu vois, c'est pas non plus, enfin, c'est une petite asso, quoi, donc notre communauté sur les réseaux sociaux, c'est, en tout, si on ajoute toutes les pages, c'est moins de 20 000 personnes. Ça doit être autour de 15 000 personnes, tu vois, un truc Mmh. comme ça. Donc c'est pas énorme. Je pense qu'on n'est pas, visible peut-être par les antiféministes, Ouais, mais on n'a jamais eu d'attaque. Heu, d'accord. voilà. Notre positionnement est très bien compris et Mmh. voilà. Je touche du bois. Oui, moi aussi et aux artistes qui, eux, sont heurtés par les antiféministes, est-ce que tu as des conseils, des bonnes pratiques, des choses qui pourraient aiguiller un petit peu les réactions, la «gestion de crise» entre guillemets? Alors c'est une, responsabilité. Je sais pas ce que c'est, je n'ai jamais vécu ça et je Mmh peux mh. pas imaginer la douleur, que ça représente. Mmh. Donc franchement, je sais pas s'il y a des conseils. Enfin, je pense que déjà, faites comme vous pouvez, hein. Bien sûr. Il y a aucune injonction à traiter d'une manière différente. Si ça fait du bien à certaines personnes de juste
tout supprimer, couper, disparaître à un moment, c'est complètement valide comme réaction. Ça peut être de faire appel à la justice parce que c'est des choses qui sont interdites par la loi. Donc bon, j'ai très peu confiance dans le système judiciaire français. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de condamnations, mais en tout cas, de rappeler que c'est quelque chose d'interdit, qu'on a raison, que les autres ont tort, qu'on est du bon côté, que c'est pas notre faute, que rien ne justifie ça. Et puis, je pense que si ça m'arrivait, mais bon, c'est de l'hypothétique, je ne suis pas concernée, je m'appuierais sur mes communautés. Et il y a pas longtemps, il y a eu un peu des... merde, je trouve plus son nom, mais il y a une chanteuse qui a subi une très grosse campagne de harcèlement homophobe et sexiste. Et il y a eu un très fort soutien de la communauté, des communautés qui sont la sienne, à la fois artistiques et puis aussi des communautés féministes, queer, etc. Je pense que ça peut être, oui, de s'appuyer sur les soutiens et de lire plutôt les bons commentaires. Voilà. Mais bon, je pense que rien de tout ça ne peut enlever le fait que c'est terrible. Bien sûr. Je pense que ce qu'on peut vraiment mettre en avant pour faire face à ça, c'est son entourage, s'entourer absolument et trouver du soutien pour ne pas se sentir seul face à un dégueulis de violence. Donc oui, je pense que c'est s'entourer de personnes pour avoir du soutien, s'entourer dans ces communautés et de retrouver un appui en fait. Et ça, je trouve que c'est un truc chouette que j'ai découvert petit à petit, c'est que ces communautés existent et elles sont très organisées et formalisées dans la musique, en tout cas. Donc il y a le réseau international She Said So, qui est un gros appui, en tout cas sur lequel moi je me sens en possibilité de m'appuyer. Et il y a aussi le groupe Facebook qui organise aussi des ateliers et d'autres choses, Musicienne & Co. Et il y en a sûrement d'autres que je connais pas, mais c'est les deux gros qui me viennent en tête, qui sont des communautés d'artistes et de professionnels. Ouais. Aussi la FRAC qui est pour les femmes de la région Rhône-Alpes, Auvergne, femmes dans la culture. Oui. Voilà. Puis il y en a plein d'autres. Oui, puis nous on a créé le nôtre à Toulouse aussi. Girls Don't Cry Pro, pour l'instant c'est juste un groupe Facebook, mais on voudrait organiser des rencontres. C'est un peu l'idée de réseau, mais à l'échelle très locale. Mais en tout cas, il y a une possibilité de ne pas être seul. Si on n'a pas des amis ou de la famille conscientisés ou soutien sur ces questions, il y a aussi le réseau des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui seront là pour nous. Bien sûr, bien sûr. On a déjà fait un grand tour sur La Petite et le Girls Don't Cry et tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur et les actions et les communautés. Parmi tout ça, celle-là, pour le coup, c'est une question un peu subsidiaire, mais comme tu évolues beaucoup dans l'industrie musicale, que tu es auprès d'artistes, est-ce que tu as à un moment essayé de travailler avec un groupe ou un artiste au service de son image ou de sa communication ou non, c'est plutôt global dans l'industrie musicale? Alors moi, non. Après, je ne suis pas sûre de répondre correctement, mais moi, le plus dans mon métier, c'est l'organisation d'événements et la programmation artistique. C'est ce avec quoi je me sentais le moins à l'aise au début parce que j'avais un énorme syndrome de l'imposteuse j'ai jamais fait ça, je sais pas le faire, j'y connais rien. Mais maintenant que j'y suis, j'adore faire ça et ce que je voudrais vraiment être dans la vie, c'est programmatrice. Après, en dehors de moi, dans l'asso, ma collègue directrice Anne-Lise Vinciguera, qui est formatrice, donne des formations spéciales sur communiquer autour de son projet quand on est artiste. Donc c'est quelque chose qu'on fait. C'est pas avec un groupe ou une artiste en particulier, mais c'est des formations vraiment spéciales sur ça. Je sais pas si ça répond vraiment à la question. Si, absolument.
Absolument. C'est parce que souvent, en tout cas, souvent, je rencontre des professionnels qui ont, plein de casquettes différentes, dont par exemple, à l'extérieur de tout ce qu'ils font, bien, il y a un artiste, sous le coude, en management ou quelqu'un qui va vraiment s'occuper, bah, par exemple, de la communication d'un artiste parce qu'il adore son projet, parce que tu vois? Donc c'était plutôt, Mmh. voilà, est-ce que toi, tu as eu un coup de cœur pour une artiste, un groupe qui te donne envie de les accompagner sur le terrain pour les aider à développer leur projet? Peut-être que je répondrai différemment dans quelques années, mais pour l'instant, je me sentirais pas du tout en capacité de leur apporter quelque chose. En fait, j'ai des coups de cœur pour à peu près toutes les artistes que j'ai programmés. Ouais. En fait, vu que je programme quand même assez peu de soirées dans l'année, c'est des programmations très réfléchies et Oui. c'est pas, enfin, j'ai pas besoin de remplir avec les artistes mon public, enfin mon public, c'est un peu prétentieux. Le public de la petite vient pour autre chose que la programmation, enfin, a Ouais. confiance à la programmation et c'est pas le nom qui va faire venir. Mmh. Donc j'ai une très grande liberté Mmh. dans la programmation. Donc vraiment, je book que des coups de cœur, mais je me sentirais, enfin, je vois pas trop ce que je pourrais leur apporter en les accompagnant. C'est pas du tout des compétences que j'ai, le Mmh. management ou le développement d'artistes. Peut-être un jour, hein, je trouve ça hyper intéressant, mais je pense pas connaître assez bien le fonctionnement de l'industrie et tout ça. Enfin, c'est pas des compétences que j'ai développées en tout cas Mmh. pour l'instant. D'accord. Alors peut-être que tu viendras en reparler si le podcast est toujours en vie dans 2 ans, 3 ans. Peut-être. Affaire à suivre. Que conseillerais-tu aux artistes et aux professionnels qui nous écoutent pour leurs projets? Aux artistes, je pense que je conseillerais de bien s'entourer. Mmh. Ça fait écho aussi au podcast que je viens d'écouter, l'épisode avec Hélène, qui donnait des conseils aux artistes avant de contacter une agence de booking, et cetera. Je pense que c'était très juste et Mmh. c'est vrai que moi, en tant que programmatrice, je m'attache pas mal. En fait, je reçois tellement de propositions que j'ai Mmh. aussi confiance, comme elle le disait Hélène, dans certains bookers, bookeuses, des agences, et cetera. Donc Mmh. bien s'entourer, être dans le bon roster qui correspond à la fois à nos valeurs, à nos esthétiques, et cetera, ça me semble important. Par Mmh. exemple, je travaille pas mal avec l'agence Bipol à Marseille et D'accord. j'ai confiance complètement dans leur roster. Je sais qu'il y aura enfin, ça va être des choses qui m'intéressent, qui sont dans les univers dans lesquels j'évolue et qui me plaisent. Mmh. Voilà, il y a quelques agences comme ça ou quelques bookers, je vais avoir confiance dans leur choix. Mmh. Donc pour les artistes, arriver à accéder à ça, bah, ça me semble intéressant et important. Mmh. Hem, bon, il y aurait sûrement plein d'autres conseils, mais je vais essayer de faire court. Et puis oui, bien s'entourer aussi en termes de réseau. Mmh. Et puis ce conseil d'ailleurs est valable, je pense, pour les pros comme pour Absolument. les artistes. C'est un truc, enfin, ça me fait bizarre de donner ce conseil alors que c'est un truc que j'essaye moi-même d'appliquer et vraiment, je suis une minuscule goutte d'eau dans l'océan de l'industrie musicale. Mais enfin, clairement, moi, j'ai eu mon poste grâce à mon réseau informel Mmh. et j'ai découvert il y a pas si longtemps avec joie que le réseau, c'est pas forcément de passer ses week-ends en after avec des gens, avec des partenaires. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a mise très, très mal à l'aise au début de mon poste, Mmh. où on m'avait présenté et j'avais l'impression que c'était un peu obligatoire d'avoir une vie très festive, Mmh. très basée sur la consommation d'alcool et de produits. Et ce qui, maintenant, je me rends compte, c'est très con, mais il y a un peu ce mythe autour de la Oui, culture absolument, c'est vrai. tous les temps informels, qui est une des raisons pour lesquelles les femmes en sont extrêmement exclues aussi. Mmh. Et bref, et en fait, il y a aussi d'autres façons de faire et avoir un réseau, ça veut pas du tout dire ça. Mmh. Ça paraît vraiment bête, hein, maintenant que je le dis à voix haute, mais moi, ça a été un gros blocage pour moi de pas Mmh. me sentir à ma place dans ce réseau parce que en fait, je bois très peu d'alcool. Voilà, je suis, je suis plutôt une personne sobre et j'aime bien vivre la journée et pas forcément la nuit. Hein, Mmh.
Mais voilà, il y a d'autres manières. Et en plus, pour les femmes et les personnes trans et non binaires qui sont déjà pas mal exclues et qui sont donc les personnes à qui j'ai le plus envie de donner des conseils, parce qu'elles partent avec moins d'avance et moins de privilèges, il y a des réseaux non mixtes. Il y en a aussi pour les personnes racisées. En fait, toutes les personnes qui subissent des oppressions, il y a des réseaux qui existent en lien, de personnes concernées, et je pense que ça aide beaucoup. Déjà, c'est des endroits et des espaces où on est écouté et où on peut, à mon avis, se sentir plus en confiance et échanger sur des problématiques partagées et qui sont des grands appuis. Et dans ces réseaux, il y a des personnes qui sont à des positions différentes, à des missions et des postes différents, et qui peuvent vraiment s'aider les unes les autres, se coopter, etc. Donc ouais, je pense que mon plus gros conseil, c'est sur le réseau, même si c'est quelque chose sur lequel je suis moi-même pas au top et le plus à l'aise, mais ça me semble vachement important. Comment est-ce qu'on travaille un peu le réseau ? Franchement, c'est une bonne question. Moi, je pense avoir un réseau assez solide en local que j'ai travaillé en allant. Au début, c'est pas confortable parce que je connais une personne, donc c'est déjà de pas y aller seule, en effet. Quand on est un peu timide comme moi, en tout cas, il n'y a rien de pire que d'aller seule à une inauguration et au final, tu parles à personne parce que tu n'oses pas y aller. C'est ça. Mais bon, y aller à plusieurs, demander aux gens de nous présenter. Ça m'est arrivé plusieurs fois de demander tiens, il y a telle personne là-bas, tu la connais, est-ce que tu veux bien m'introduire ? Et les gens sont en général très contents de le faire. Donc en local, c'est assez simple, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a souvent des événements dédiés aux professionnels, et donc c'est y aller, se présenter, avoir en tête ce qu'on va dire, son petit pitch dans la tête pour pas se retrouver un peu démuni sur le moment. Et puis après, au national et à l'international, vraiment, c'est mon gros... c'est un peu mon point faible, et j'ai candidaté hier à un programme de mentorat pour m'aider là-dessus, justement. Le Shisetsu ? Ouais, le programme Shisetsu. Moi aussi. Mais peut-être qu'on s'y retrouvera alors. Oui. Donc, je suis vraiment pas bien placée pour donner des conseils, mais je dirais qu'il y a des événements nationaux. Cette année, je suis allée au MAMA, par exemple, pour la première fois. C'était un peu flippant parce que je connaissais personne, mais j'y suis allée avec ma collègue Laure Ateya, que j'adore. C'était ma tutrice de service civique, c'est une personne dont je suis vraiment très proche. Et c'était super d'être à deux. Elle m'a présenté, c'est pas qu'elle m'a présenté parce qu'elle aussi, c'était des gens qu'elle connaissait pas, mais aller à deux voir des gens, c'était beaucoup plus facile. Bien sûr. Donc oui, quand on va à un événement, même si c'est pour son plaisir, ce qui personnellement m'arrive beaucoup, peut-être, je sais pas, d'avoir ça en tête. Et en même temps, c'est pas une obligation, on a aussi le droit d'aller juste à des concerts sans travailler, mais si on est dans une démarche réseau, moi j'y pense quand je vais à un festival, je me dis ça coûte rien, tel booker, il y a tel artiste que je connais, déjà je peux aller voir l'artiste, et puis je peux aller voir son booker ou sa bookeuse, je peux demander aux organisateurs qu'on se rencontre. Quand on sait qu'il va y avoir des gens qui nous intéressent à un événement, ça coûte rien de leur envoyer un petit mail. Absolument. Et quand on est artiste, pareil, ça peut être d'inviter des programmateurs ou programmatrices à venir voir notre concert si on est dans une ville. Par exemple, je sais pas qui vient, une artiste vient à Toulouse, elle peut m'inviter si ma structure l'intéresse, ou inviter tous les autres programmateurs de la ville à venir voir son concert. Oui. Je sais pas, ce genre de truc. Non, mais je pense que... T'as d'autres... non, pas spécialement. de réseau. Moi, avant de lancer mon activité, j'ai beaucoup networké. En fait, on trouve tellement de ressources sur Internet. Les noms des personnes, les personnes qui entourent les artistes, etc. D'un artiste, tu passes à un autre. Et du coup, j'ai beaucoup networké pour entrer en contact et pour avoir, du coup, vraiment avoir des échanges et solliciter la rencontre. Moi, je suis à Lyon. Enfin, maintenant, je suis à de Lyon, mais au départ, je suis lyonnaise. Et c'est vrai que c'est pas qu'à Lyon, il y a moins de choses, mais c'est qu'il faut vraiment les chercher. Et donc, c'était plus simple pour moi d'aller chercher les choses sur Internet et de trouver des personnes pour ensuite les solliciter et dire voilà, je suis dans le coin, est-ce qu'on boit un café, est-ce que tu vas à cet événement-là, etc. C'est aussi
Après, Mmh. ça peut être plus simple que d'aller directement à une inauguration où on n'a peut-être pas la copine qui va pouvoir nous accompagner, où on n'a peut-être personne pour nous introduire. Internet, les groupes Facebook aussi, les événements, Mmh. c'est hyper riche parce que du coup, on peut rentrer en contact avant avec la personne, s'assurer qu'elle est là, s'assurer que c'est bien cette personne-là qu'on a envie de rencontrer aussi. Des fois, on peut se dire: «Ah bah, finalement, c'est peut-être pas la personne que j'ai envie de rencontrer maintenant ou je me sens pas prête» ou tu vois? Il y a aussi des choses comme ça, moi souvent, et là, moi, je le vis par rapport au podcast, j'ai une liste énorme, d'invités et je me sens pas prête d'inviter certaines personnes, Mmh. je me dis: «Bon, bah, finalement, ils sont vachement plus visibles» ou peut-être que je suis juste encore qu'un petit moucheron du podcasting et donc du coup, tu vois? Donc voilà, je cherche sur internet, je regarde et j'introduis la discussion. Je vois si l'échange peut être, poursuivi dans la vraie vie et ensuite, advienne que pourra, tu vois? Je fonctionne peut-être plus comme ça, moi. Ouais. Il y a un truc sur lequel je j'ai pas tranché encore, mais peut-être que tu as un avis. Dis-moi? C'est sur, la préparation des rendez-vous. Tu vois? Moi, je sais que très souvent, je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter?» tu vois? J'ai envie de Mmh. rencontrer cette personne parce que mon but, c'est qu'elle me connaisse. Oui. Mais, mais tu vois, de quoi on va parler et tout? Et je me rends compte qu'il y a des gens, mais qui se prennent tellement pas la tête. Et donc d'un côté, je me dis: «Bah, en fait, il y a des gens, ils s'en foutent, ils ont rien à dire, mais ils te rencontrent juste pour, boire un café et se rencontrer, Ouais. donc why not?» Et en même temps, moi, ça me gonfle un peu, les gens qui font ça. Mmh mh. Et à la fin du rendez-vous, je suis pas contente et ça me donne pas envie de travailler avec cette personne si, c'était juste pour boire un café, tu vois? Ouais. Donc je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Bah, je pense que déjà quand tu veux réseauter, c'est que tu as un objectif précis. C'est pourquoi que Mmh. tu veux réseauter? C'est pour quel objectif? Est-ce que c'est, toi en tant qu'artiste pour avoir des nouveaux partenaires? C'est pour faire, connaître ton projet? Ou toi en tant que professionnel, c'est pour lancer ton activité? C'est pour, donner de la visibilité à ton activité? C'est pour, en fait, tout dépend vraiment des objectifs de pourquoi tu as envie de rencontrer les personnes. Et je pense que c'est à partir de là que tu peux aller préparer ton pitch de rencontre. Hem, j'aimerais vraiment échanger avec toi sur ce thème parce qu'en ce moment, je travaille sur ça et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Est-ce que tu serais OK qu'on se rencontre autour d'un café ou alors, tout simplement, j'ai vu qu'il y avait cet événement-là, j'ai vu que tu étais présent, du coup, j'adorerais pouvoir échanger à ce sujet. Est-ce qu'on peut se donner un point de rendez-vous 10 minutes avant ou est-ce qu'on peut se voir dedans? Tu vois? Enfin, c'est plus Mmh. sur, l'objectif et le thème de la rencontre que moi je me base et je pense Ouais, que de toute c'est manière, vrai. si tu as pas une raison d'aller réseauter, c'est juste pour te présenter. Enfin, moi aussi, je fais hyper gaffe à la gestion du temps. Le temps pour moi est une valeur hyper précieuse et j'aime énormément partager avec les gens. Par contre, j'aime que le partage soit enrichissant et qu'à la fin, quand on quitte l'échange, on s'est dit: «OK, j'ai passé un super bon moment, j'ai appris quelque chose» ou en tout cas, j'ai juste été avec quelqu'un qui était cool et en fait, c'est de ça, moi, que j'ai besoin donc aller voir les gens pour Mmh. aller voir les gens. Si c'est pour parler de la pluie, du beau temps, en soi, j'appelle ma grand-mère, en fait, tu vois? J'ai pas Oui, non, mais besoin c'est d'aller clair. embêter quelqu'un et donc c'est pour ça. Je pense que le réseau, qui soit d'abord entamé sur internet, parce que maintenant tu as des outils fantastiques pour aller rechercher des personnes. Je pense à LinkedIn et Instagram. Tu mets une petite recherche Google pour vraiment t'assurer que la personne est bien celle que tu recherches ou que tu as vraiment envie de rentrer en contact avec cette personne-là. Tu captes son adresse mail, tu lui envoies un message privé sur LinkedIn ou sur Insta encore une fois. J'envoie plus du tout de messages privés sur Facebook. Je trouve que c'est presque maintenant, contraire, au réseau. Je sais pas, je suis pas très adepte de Facebook. Hem Et puis tu vois, cette personne, elle est dans ton cercle, s'il y a déjà des personnes ou rien que quand tu regardes sur LinkedIn et Insta, tu sais s'il y a des personnes de ton propre réseau qui suivent cette personne-là. Donc peut-être Ouais. qu'ils la connaissent ou qu'1 ou 2, 3 personnes sont entre et que ces 2, 3 personnes sont plus accessibles. Donc tu essayes de monter un peu dans le réseau, tu vois? Je pense que c'est ça. C'est l'objectif, le thème, s'assurer que cette personne, tu vas pas l'embêter aussi, hein. Et puis voir la si c'est facile d'accès, si c'est pas trop tôt aussi, tu vois? Enfin, voilà, moi je réfléchis un peu plus comme ça en tout cas. Ouais. Non, mais en fait, je me rends compte aussi que c'est toujours les mecs qui préparent pas leur rendez-vous. Et mais pas non, mais c'est bon, et puis c'est pas, un truc, très original, c'est qu'ils ont, beaucoup plus confiance en eux. Mmh, Et donc ça, j'étais un peu partagée entre me dire: «Ouais, mais en fait, eux, regarde, ils se prennent pas la tête, ils économisent beaucoup de temps à pas préparer et en même temps, bah, ça se voit mmh, et ça donne pas envie». Donc je non, pense que c'est quand même, tu as raison, je pense qu'il faut quand même, mieux préparer et vraiment, ouais, les rendez-vous qui servent à rien juste pour pas qu'on oublie ton existence. c'est ça.
ça laisse pas une super impression non plus, quoi. C'est ça. Et alors, quand je dis préparer, moi, je suis pas là avec un discours préétabli et en mode process, tu sais, identité, objectif, et cetera. Oui, En tout oui, cas, je prépare ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie d'échanger. Et ensuite, oui. comme là, lors du podcast, j'ai ma trame, j'ai mes questions, ce que j'ai vraiment envie d'échanger avec toi. Et ensuite, il y a la magie, le feeling et l'échange qui fait le reste. Et je pense que c'est comme ça qu'on réseaute bien. C'est comment chacun peut nourrir l'autre sans lui faire perdre de temps et comment la relation peut être créée. Encore une fois, on est des humains, hein, donc faut pas embêter l'autre quand même, sinon Mmh. sinon c'est Oui. nul. Et ça me permet aussi de là, ton exemple de les hommes, préparent moins. Encore une fois, au moment où j'ai lancé mon activité, il y a je crois que c'était du coup, à ce moment-là, c'était en 2017. Ouais, je préparais mon réseau, je préparais ma visibilité, tout ça, les besoins, tout ça et je networkais sur une application qui s'appelle, Shaper et Ah oui, j'avais ça aussi à un moment. avant, jadis et en fait, j'avais eu un rendez-vous avec une personne qui était dans l'industrie musicale, qui l'est toujours d'ailleurs et dont je tairai le nom et donc cette personne-là, bookait, manageait des groupes et je me suis dit: «Ah bah, grave cool, moi je suis dans la com, le digital, c'est exactement ce que je fais», mais c'était pas une esthétique musicale que je connaissais, donc j'avais vraiment envie de comprendre comment ça fonctionnait en termes de visibilité, enfin, comment ça fonctionnait globalement. Et puis donc on se retrouve, dans un café et donc je me présente, je dis ce que je fais, ce vers quoi je veux aller et la personne en face, tu sais, j'ai eu la sensation de je prends le micro, je me recommande une pinte et je raconte ma vie, mon œuvre et ensuite cette personne-là Mmh. m'a dit: «Sinon, comment je peux t'aider Justine?» Et j'étais là: «Bah, là, tu m'as juste fait perdre du temps, là, j'ai pas de réponse à t'apporter. Tu ne vas pas Mmh. m'aider. Puis d'ailleurs, j'ai même pas besoin de ton aide». Voilà, et j'étais genre: «Mais quel culot, mais quel Ouais. culot». Voilà, donc Et oui. clairement, cette personne-là n'est pas rentrée dans mon réseau. Voilà Mmh. et puis non, en fait, enfin, je pense qu'il y a aussi, c'est au-delà de la bienséance, c'est comment est-ce qu'on peut nourrir la relation, tu vois? Mmh. Et se préparer un minimum à entrer en contact avec quelqu'un. S'apporter mutuellement quelque chose. Je pense que la relation, l'échange, le temps, c'est des choses qui sont précieuses et c'est des choses qui tu as le droit enfin, tu peux faire qu'une fois, première bonne impression. Le temps que je passe ici, maintenant, je le retrouverai plus jamais. Donc c'est ça qui est précieux et je pense que c'est en ça qu'il faut se préparer en fait, à passer un bon moment et à pas faire perdre de temps et à pas gâcher des choses qui peuvent être juste essentielles et des superbes rencontres et c'est Kaina, Kimoun qui dit dans l'épisode, donc pas cette semaine, celui de la semaine dernière, chef de projet entre autres, dans l'équipe de David Guetta et qui dit: «Il y a pas de petites rencontres, il y a juste des bonnes rencontres et c'est ce qu'on en fait, en fait». Mmh. Donc on ferme pas ses portes et on se prépare à de belles choses. Je pense que c'est ça, en fait. On prépare son réseau pour qu'il soit beau et on se prépare à l'entretenir correctement. Pas juste avoir des followers, pas juste, on fait pas ça dans la vraie vie, en fait. Je pense Mmh. aussi. C'est vrai. Bah, je pense que tu as donné toi-même un super conseil, du coup. Bon, bah, cool. C'est vrai que c'est pas que je m'autorise pas à parler, c'est que finalement, je veux tellement mettre en avant mes invités, je veux tellement qu'on échange et tout que voilà, je dis pas forcément, je donne pas forcément j'essaye de rester neutre et comme par exemple, l'objectif du podcast au tout début et je suis très contente de voir que ça fonctionne toujours. Je voulais vraiment qu'il y ait autant de femmes et autant d'hommes et je voulais même faire un épisode sur 2 et c'était hyper compliqué en termes de logistique. Donc voilà, je suis très contente de donner de plus en plus cette dimension-là et et c'est grâce à des personnes comme toi que c'est possible. Donc merci en tout cas Merci, c'est pour trop cet sympa. échange. Puis un jour, tu pourras t'auto-interviewer ou te faire interviewer pour qu'on connaisse aussi ton parcours, Tu dans crois? les moindres détails. Tu Bah oui, sais à c'est quel une point bonne idée. c'était difficile d'enregistrer mon tout premier épisode? Et je pense là encore hier soir, j'y ai pensé, je vais le re-enregistrer et je vais le remettre. En plus, c'est l'épisode le plus écouté. Je suis là: «Mais non, non, il est pas bon, il est pas bon» et en même temps, je l'ai enregistré, au mois de septembre-octobre, donc c'était encore pas la moi d'aujourd'hui et je suis bienveillante envers celle de septembre-octobre, hein, bien sûr, mais en tout cas, aujourd'hui, elle est plus affirmée ici et ça a été aussi très difficile de dire ce que je fais dans l'introduction du podcast. D'habitude, Ouais. avant, dans les premiers épisodes, je parle que de l'échange, que de la personne que j'ai, en face, en enregistrement et je ne disais pas du tout qui j'étais. Si je pouvais presque ne pas dire mon prénom,
Quoi qu'il y a Justin Tune, donc tu te rends compte que c'est quand même Oui, on se dit quand même. il y a un petit truc, tu vois? Mais du coup, j'avais la fâcheuse tendance à me cacher derrière bon, il y a le Justin, c'est bon, ça passe, tu vois? Donc peut-être que j'arriverai au fur et à mesure à incarner un peu plus ça. Et d'ailleurs, c'est mon premier conseil, incarnez vos projets, incarnez vos vos valeurs et c'est ça qui fait que Mmh. vous êtes vous et c'est ça qui permet de vous différencier, d'être impactant et c'est ce qu'on recherche et en tout cas, c'est ce dont on a besoin, en fait, pour se souvenir de quelqu'un d'en face, c'est qui il Mmh. est dans toute, son entièreté, Ouais. si je puis dire. Mais je pense que c'est encore plus vrai, avec Instagram, les réseaux sociaux et la relation directe entre les artistes et leur communauté, Mmh mh. où ce que la communauté attend, c'est aussi, des selfies, le matin, pour dire, «J'ai mal dormi». Oui, Je caricature un peu peut-être, mais et pas juste, des photos et des vidéos de concerts et il y a une relation qui est informelle, qui se crée oui, en dehors du contenu artistique et je pense absolument. que c'est un outil de com assez important. Oui, tu fais très bien de le préciser. Merci. On va s'arrêter là? Oui. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça, pour tout ce temps, pour cet échange et il y a encore des milliers de choses à dire donc si jamais tu veux revenir, c'est avec grand plaisir. Si jamais on peut rééchanger sur d'autres choses, si, voilà, on peut envisager plein de choses et donc c'est avec grand plaisir. Le podcast est grand ouvert. Merci beaucoup, c'était vraiment super et merci de m'avoir invitée Mmh mh. et merci pour ta bienveillance et toutes tes questions et tout ça, c'était vraiment hyper intéressant. Et je t'écrirai si je viens à Lyon un jour, comme ça on Mais pourra oui, faire un rendez-vous réseau, où on aura du absolument. festif. Merci beaucoup Camille. À très bientôt. Merci à toi, à Salut. bientôt. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tunes.